leçon, nous allons poursuivre justement l'étude du chapitre portant sur la manifestation de l'esprit africain dans la maladie et la psychothérapie. Nous avons déjà vu l'introduction et avec le but de la psychothérapie multidimensionnelle et dynamique, soigner la personne tout entière, totalement, corps, âme et esprit. Nous avons vu les 5 unités forces que Massamba a distinguées en psychothérapie dynamique, qui sont l'individu qui est malade, les esprits des ancêtres, les membres vivants de son clan, la guérison, et les guérisseurs plutôt avec ses assistants, les publics qui servent de témoins. Et alors, nous avons commencé à approfondir une des techniques. Nous parlons de dynamique, n'est-ce pas? On parle de psychothérapie dynamique. La première dynamique, c'est la palabre. La palabre thérapeutique. C'est pas n'importe quelle palabre. On ne va pas pour parler. On a un point à l'ordre du jour sur le malade. Comme nous avons vu dans le cas de Zola. Vous voyez? Et le malade est au centre, au cœur de la palabre thérapeutique. Pourquoi est-il malade? Alors, ici, dans le cas de Zola, Zola tenu, n'est-ce pas, à signifier sa souffrance, à exprimer sa souffrance par le fait de refuser de se marier un jour et de vivre loin de son clan et de la famille. Et petit à petit, en l'interrogeant, on va découvrir qu'en fait, Zola avait un problème avec son père, qui d'ailleurs se disait lui-même qu'on lui disait, et disait lui-même qu'on le qualifiait de sorcier. En fait, le grand problème, c'est que le père avait maltraité sa famille et a divorcé avec sa première femme, avec qui il a eu 3 filles et 3 fils, qui étaient tous aînés. Zola, à ce moment-là, avait 35 ans et ne voulait plus entendre parler d'aller à l'école, faire quoi que ce soit. Il vivait lui-même, solitaire, et finit par découvrir qu'en fait, le grand problème de Zola, c'était son hostilité à l'égard d'un père qu'il a jugé sévère, cruel, envers toute la famille et surtout envers sa mère. Et vous savez que cette psychothérapie dynamique qui consiste à passer par la palabre, n'est-ce pas, a fini par dévoiler des éléments dynamiques de la crise mentale que connaissait Zola. Cette crise a fini par être diagnostiquée à l'hôpital à Kimpese. Et on a fini par découvrir qu'il souffrait d'une schizophrénie paranoïde. D'une schizophrénie paranoïde. Vous pouvez retrouver l'explication de la schizophrénie paranoïde dans le DSM-5. Nous avons parlé de DSM-5 et je vous avais envoyé un exemplaire que vous pouvez retrouver chez le secrétaire général. Aujourd'hui, nous allons voir d'autres dynamiques en plus de la dynamique de la palabre, ou si vous voulez, à travers la dynamique de la palabre, on découvre d'autres dynamiques. Et nous avons parlé de la dynamique sacrificielle, on parle Massamba, la dynamique de la symbolique, la dynamique de la thérapeutique communautaire, et enfin la dynamique du prophétisme en psychothérapie en Afrique. Et nous avons cette dynamique du prophétisme même ici au Canada. Commençons par la dynamique sacrificielle. Quand l'homme a rompu ses liens avec sa parenté de sang, dont un des membres est accusé de sorcier, il s'isole, et il s'isole aussi selon des esprits de ses ancêtres. Cet isolement est à la fois psychologique, spirituel et physique selon les Africains. Et la guérison résultera donc de la réconciliation du patient avec les esprits comme il va se réconcilier avec les hommes. D'où les sacrifices qu'on fait souvent dans nos anciennes familles, non encore transformées par la grâce de Dieu. Nous reviendrons là-dessus. Alors, quand le patient a reconnu sa faute, par exemple,
Les esprits ancestraux acceptent alors de laisser venir la santé pour la guérison du malade, mais on doit tuer un animal et son sang est versé d'ordinaire sur le tombe des ancêtres. C'est ce que j'appelle la nécromancie, qui est prohibée évidemment par la Bible. Je vais vous donner les textes à la fin de mon cours, à la fin de tous les cours. Donc. Alors donc, c'est un culte qu'ils font des morts. L'animal meurt à la place du malade, comme dans les sacrifices bibliques, mais le fait de donner son sang aux ancêtres est dangereux dans la mesure où ces ancêtres n'ont pas le contrôle des esprits, parce que les esprits sont sous le contrôle de Dieu, et pour maîtriser ces esprits, surtout les esprits démoniaques, qui n'ont rien à faire avec les ancêtres, il faut toujours être du côté de Dieu, et on ne rend pas un culte aux esprits. Alors, quand les guérisseurs tuent l'animal, ils prononcent des paroles qui symbolisent la purification du malade. Mais ces paroles sont adressées toujours aux esprits des ancêtres. Et la cérémonie prend fin habituellement par un repas sacrificiel, communautaire, qui est le symbole de la réconciliation. Voilà donc pour ce qui est de sacrifices. Ce sont des sacrifices qu'on fait aux morts. Troisième dynamique, donc nous avons vu la dynamique de la palabre thérapeutique, nous avons vu la dynamique sacrificielle, maintenant la dynamique de la symbolique. Voici ce que dit Massamba à ce sujet à la page 75 de son livre intitulé « La libération des envoûts ». Il dit « Nous avons déjà signalé le pouvoir de la parole dans la vie africaine. » Mais cela est vrai dans la Bible. Ce ne sont pas seulement les Africains qui croient au pouvoir de la parole. Au commencement était la parole, nous dit la Bible. Il n'existe pas de thérapeutique vide de parole. Mais la pensée trouve aussi son expression dans des formes ou des symboles variés. Un symbole est un mot silencieux, moi je dis un signe, qui véhicule tout un ensemble de significations et qui actualise le message. Les symboles, dit Massamba, créent des modèles de thérapeutique par identification. Une femme qui ne peut pas enfanter recevra une statue d'une femme enceinte, ou des femmes qui allaitent, qui est comme un symbole de fécondité. Et à un enfant qui a peur de monter aux arbres, on va lui donner une statuette de singes qui sont en train de sautiller sur les arbres. L'élément symbolique ici sert d'actualisation du réel en manifestant à la société et à l'individu que le malade a été délivré de sa maladie. Objets et actions sont employés comme des paroles de surcroît, parce que le langage est une forme éphémère de la communication. On va utiliser des symboles, des statuettes pour essayer d'impressionner les esprits des gens. Ce qu'il appelle les symboles. Les symboles créent donc des modèles de thérapeutique par la dramatisation initiatique. Danse, chant sont utilisés, il y a des proverbes qui fusent pour identifier le patient à la joie, au bonheur et à la libération du mal. Il y a même des moments où on demande aux malades de danser et de chanter pour participer à la thérapeutique. Ce sont des danses thérapeutiques, des chants qui aident le patient à exprimer les émotions dont il souffre et il se décharge ainsi de ses souffrances. Il y a beaucoup de symbolique dans les traitements traditionnels que je ne détaille pas ici, je me limite à ce que Dr Massamba cite dans son livre. En plus de la dynamique de la technique de la palabre thérapeutique,
et de la dynamique sacrificielle et de la dynamique symbolique, il y a ce qu'il appelle la dynamique de la thérapeutique communautaire. Alors ici, je m'arrête pour vous dire, quand on vous dit, mais pourquoi Massamba parle-t-il de la psychothérapie dynamique? Parce que la psychothérapie dynamique en Afrique tient compte des dynamiques suivantes. Ok? La dynamique de la palabre thérapeutique, la dynamique du sacrificiel, des sacrifices qu'on fait, la dynamique du symbolisme ou de la symbolique, la dynamique de la thérapeutique communautaire et la dynamique du prophétisme qui a rejoint maintenant les autres dynamiques. Dans la dynamique thérapeutique communautaire, il s'agit de quoi? En fait, cette dynamique rejoint la dynamique de la technique des palabres, sauf que la dynamique de la thérapeutique communautaire est utilisée par un guérisseur traditionnel qui a créé un village thérapeutique qui est comme un hôpital, un centre hospitalier traditionnel. Alors, Massamba est allé voir un centre comme ça dans l'ancienne gare qui s'appelait Monolithe, au Bas-Congo. Et dans ce centre, il y avait des malades. Ce centre est dirigé par un autochtone, ancien chef de gare, qui est devenu guérisseur et qui était âgé de plus de 50 ans. C'est un ancien travailleur de l'Otraco, la compagnie de chemin de fer au Bas-Congo, et qui a travaillé dans cette compagnie pendant plus de 25 ans, puis qui s'est retiré et est devenu guérisseur. Il était originaire du territoire de Manianga, où le mouvement de guérison traditionnelle occupe encore aujourd'hui une place très, très importante. Dans sa pratique de l'art de guérir, les techniques qu'il employait prouvaient qu'il avait une connaissance précise des plantes pharmaceutiques, la phytothérapie. Il connaissait les plantes pharmaceutiques, et n'oubliez pas que toute la pharmacie qu'on a maintenant moderne vient de plantes pharmaceutiques. La phytothérapie. Mais aussi, il connaissait la thérapeutique traditionnelle et la psychologie sociale. C'est pas un idiot. Les centres étaient situés à une douzaine de kilomètres d'une petite gare, Monolithe, et il n'existe pas de route importante qui conduisait à ces centres. Ainsi, les malades étaient à l'abri de voitures, de trains, de tous les bruits gênants. Les centres étaient construits selon le plan d'un simple village thérapeutique, clinique. Il y avait 2 pavillons pour les malades mentaux, 3 pavillons pour les malades physiques. Les pavillons 3 étaient réservés à ceux que l'on pense contagieux, ceux que l'on pensait être contagieux, tandis que les pavillons 4 et 5 étaient des pavillons généraux. La maison du guérisseur située en face du pavillon des pavillons des malades mentaux, les 3 pavillons de malades mentaux, comportait une grande pièce, un grand salon, où se tenaient les soirs des séances thérapeutiques. Aux séances du soir, les guérisseurs lisaient un livre. Quel était ce livre? Massamba ne nous parle. En tout cas, ce n'était pas la Bible. Et les gens partageaient leurs problèmes, leurs peurs, leurs anxiétés, leurs espérances personnelles. Il y avait une petite rivière qui traversait le village et sur l'autre rive se trouvaient des plantations, des chèvres qu'on élevait, de moutons. Il y avait une ferme de poulets et une digue. On utilisait ces lieux-là le jour pour des réunions publiques de guérison, pour des danses, pour la réception. Et celui qui voulait danser et raconter une histoire le faisait librement. Et pendant cette période, on assistait à des guérisons.
Quel était le caractère de ce centre? Le centre était une institution privée, je ne sais pas si elle existe encore là-bas. Il recevait tous les types de malades mentaux, cas psychiatriques, psychose, psychonévrose, désordre de la personnalité. Les activités du jour, travaux au champ, irrigation, soins des animaux, ainsi que les reçus de comptes, la distribution de médicaments traditionnels, la prière et la confession la nuit produisaient une ambiance de communauté très soudée. La communauté est suscitée des changements chez le patient, et les patients, par interaction avec les autres patients, prenaient la responsabilité du contrôle de leur propre changement. Ainsi, l'acceptation des autres par l'individu, sa volonté d'appartenir au groupe, comportait une valeur thérapeutique. Il y avait un groupe thérapeutique, mais qui servait de groupe d'intégration sociale. Et ce n'est pas étonnant qu'ici, en Occident, on est en train de créer aujourd'hui des centres d'intégration sociale pour les malades mentaux et les déficients mentaux. Les guérisseurs croient que les médicaments sont un puissant outil, les médicaments traditionnels, pour la guérison, un puissant outil de guérison, mais allègent seulement la douleur ou les désordres physiques. Ceux-ci peuvent reparaître si le système de relations sociales n'est pas sain. Traitement global. Conception globale de la maladie. Aussi, son traitement permet au patient de mieux comprendre sa relation aux autres et comment sa peur des autres peut l'affecter. C'était un spécialiste pour délivrer les gens de la peur. Les patients et les non-patients s'aidaient mutuellement au centre, non seulement pour guérir les malades, mais pour se réajuster, eux tous, dans un modèle de relation nouveau et plus sain. Cela montre qu'un système de relations sociales peut engendrer des mauvais comportements psychopathologiques et causer des maladies psychosomatiques. C'est très important. Et vous voyez comme la société aujourd'hui, la société canadienne, la société européenne, c'est une société très malade. Les gens ont des insomnies, beaucoup de névrosés, des schizophrènes, etc., des malades, comme on voit des chefs d'État presque malades quand ils parlent. Et bien cela est un signe, n'est-ce pas, que les relations interpersonnelles, les relations humaines, dans la société moderne actuelle, sont malades. Relations malades, individus malades. Relations saines, individus plus sains. Quand une personne est confrontée en même temps à deux types différents de comportements, il est probablement, dit Massamba, il est probable que vont se développer confusion mentale, retrait, agressivité, comportement non réfléchi dans son effort pour survivre. Et ce comportement est l'indication que l'individu se trouve dans l'incapacité d'être ce qu'il désire. L'individu, Zola, était à l'école, il voulait être un diplômé. Mais il y avait un problème à la maison qui le tracassait à l'internat à tout moment. Il s'est vu contraint de laisser tomber l'école pour retourner au village, pour aller essayer de convaincre son père de se réconcilier avec sa mère. Après avoir échoué de réconcilier son père avec sa mère, il est tombé malade. Et il n'est plus sorti de cette maladie, malgré les efforts du docteur Massamba. Les guérisseurs traditionnels suivent aussi les malades dans les situations de culte en commun, ce culte en commun organisé. Et ces guérisseurs qui étaient à Monolithe suivaient ces malades pendant les danses, pendant les rites traditionnels qu'il organisait. Et c'est très important ici de savoir que les éléments que ces thérapeutes traditionnels dégagent là sont des éléments fondés. Ils les dégagent en fait
un élément essentiel, la relation entre la maladie mentale et les tensions sociales, les tensions familiales, les tensions même professionnelles. Nous devons tenir compte de l'histoire des gens dans leur culture, dans leur société. Frantz Fanon a suggéré que la névrose en tant que désordre caractériel est davantage liée dans le contexte social africain aux circonstances de son milieu actuel qu'au traumatisme de l'enfance comme le croyait Freud. Et nous le voyons de plus en plus aujourd'hui, beaucoup de gens qui étaient bien élevés dans la société canadienne mais deviennent névrosés parce que dans la société dans laquelle on vit, c'est une société très tendue. Il faut être vraiment assez excellent pour réussir dans cette société. Et beaucoup de gens qui manquent le train dans leur intégration sociale et professionnelle finissent par capoter, par devenir malades mentalement. Les exigences de la société sont donc en conflit violent avec l'individu, les perceptions de l'individu. Et nous allons voir avec Massamba comment les perceptions du moi peuvent, n'est-ce pas, être en conflit avec la société. Dans les centres de monolithes au Congo, en ce moment-là au Zaïre, il y avait la présence de parents et des amis, parfois du malade, qui accompagnaient la personne. Parce que les guérisseurs voulaient, n'est-ce pas, travailler sur la réinsertion sociale du malade. L'homme n'est pas seulement un des facteurs qui produisent l'anxiété, le trouble de la personnalité, la maladie mentale, mais il est aussi une des forces majeures qui peuvent apporter la guérison. Donc les parents qui étaient là pouvaient apporter la guérison. Les amis pouvaient apporter la guérison. Les traitements s'effectuaient donc dans des ensembles généraux de tous les membres de la communauté, dans un groupe de travail, dans des rassemblements familiaux, au cours de la socialisation informelle, aussi bien que dans l'administration de médicaments. Un des buts de ce centre était de faire de la communauté une société viable, où les malades, les parents, les guérisseurs participaient à chacun des aspects de la vie communautaire et de la vie individuelle. Les programmes de la thérapeutique du centre prévoyaient aussi l'élevage de moutons, de chèvres, de poulets qui étaient vendus à bas prix aux membres de la communauté. Donc, il y avait tout, là, même la nourriture. On ne sortait pas au marché pour aller chercher à manger. On cherchait la guérison en aidant l'individu à réduire les éléments destructeurs dans sa maladie. Quels étaient les éléments destructeurs qu'on réduisait? La peur de la mort, la peur de la maladie, la peur des sorciers, l'anxiété, la culpabilité, etc. Tout ce que Jung considère, Gustav Jung, l'inconscient collectif. Tandis que Jung localise l'inconscient collectif dans la matière cérébrale reçue par hérédité, on suppose ici qu'elle est localisée dans les attitudes, les croyances collectives. Voyez-vous, nous voyons notre inconscient collectif dans la croyance à la sorcellerie. Il y a l'inconscient collectif. Parce que tous les Africains croient à la sorcellerie, parlent de la sorcellerie. C'est notre inconscient collectif. Vous voyez, ce n'est pas reçu de façon héréditaire, c'est reçu de manière culturelle. Intéressant. C'est pourquoi Massamba dit définir l'inconscient collectif en termes de fonctionnement biologique et physiologique comme Jung l'a fait, c'est ignorer la dynamique des interactions humaines et la liberté. Attitude, crainte, espérance, croyance contribuent à façonner notre inconscient. Alors, dans ce centre médical qui est traditionnel, qui est une
illustration de la dynamique des thérapeutiques communautaires, il était important de savoir que le guérisseur reconnaissait qu'il existe des causes naturelles à la maladie et aux affections. Quand on demande au guérisseur quelles sont les principales raisons de troubles mentaux chez le jeune, et on est vers la fin des années 60, voici la réponse que donnait le guérisseur aux gens qui lui posent cette question. 1. L'usage fréquent de stimulants, d'alcool, de produits toxiques, des stimulants sexuels, des stimulants pour avoir la force, etc. Eh bien, l'usage fréquent de stimulants peut causer des maladies mentales, ce qui est vrai. Deuxième cause de maladie mentale chez les jeunes, la promiscuité et la liberté sexuelle, qui non seulement cause culpabilité et insécurité, mais aussi contribuent aux maladies vénériennes. Elles ont des microbes qui mangent les esprits selon notre guérisseur. Mais c'est pas seulement ça. Nous savons qu'à travers la maladie vénérienne, nous voyons les signes de la corruption de l'esprit de quelqu'un. Et nous savons que quelqu'un qui se met ensemble avec les prostituées, et il reçoit le même esprit des prostituées qui viennent le contrôler. Donc, troisième cause des troubles mentaux, troisième raison plutôt pas cause des troubles mentaux chez les jeunes, le désir de réussir à exploiter les autres. On veut réussir vite. Ils aiment parfois donner leurs parents aux sorciers, aux magiciens, pour être plus intelligents, pour mieux réussir. Et ça les amène à la folie. Les guérisseurs déclaraient que les psychoses aiguës sont moins difficiles à guérir que les petites névroses. Un jour, quelqu'un lui fut amené qui souffrait d'une très forte psychose, et Massamba en était témoin. Après avoir pris des médicaments traditionnels, il alla dormir pendant 3 heures. Aussitôt après, il commença à se comporter de façon normale. Il était totalement guéri. Quand le malade est prêt à retourner chez lui, la communauté organise une cérémonie de départ. Et son intention est de suggérer aux patients, à l'intention du guérisseur, qu'on empêche le retour de sa maladie à travers cette cérémonie. On souligne que la maladie ne va pas retourner dans ton corps, dans ton cerveau, à ton retour chez toi. Et là, il tue un poulet symbolique en public, sacrificiel, nouvelle dynamique sacrificielle, ce qui crée un sentiment d'espoir chez les malades. Et on lui donne un sentiment d'ouverture à la guérison et un retour dans la vie normale. La communauté de guérison de monolithe combine l'ambiance de l'hôpital avec celle du village. Et d'une communauté, combiner donc l'ambiance de l'hôpital avec celle du village. C'est une communauté intéressée à la santé de chaque membre qui venait là pour trouver des soins, pour recevoir des soins à la fois médicaux et des soins psychothérapeutiques. C'était donc un lieu où biologie, médecine, sociologie, religion n'étaient jamais séparés, mais étaient tous employés comme un tout dynamique en vue de guérison. C'est pourquoi on parle d'un lieu de thérapie dynamique. Alors, voilà donc, c'est un exemple très important. Et quand vous recevez, vous recevez des gens qui ont vécu dans ces lieux de guérison. Et souvent, ces gens-là vont venir avec des problèmes d'esprit. Pourquoi cela? Parce que la plupart des guérisseurs ont été initiés au spiritisme. Le spiritisme, c'est l'invocation des esprits. Ces esprits qui sont, pour la plupart, des esprits impurs, maléfiques, démoniaques.
C'est pourquoi les gens qui fréquentent de tels centres, et ça, c'est pas dit dans le livre de Massamba, mais c'est moi qui le dis, expérience à l'appui, Bible à l'appui aussi. Comme quand Saoul est allé consulter le devin pour savoir s'il devait aller en guerre. Il devait aller en guerre contre les Philistins. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, dès qu'il a découvert que le devin, la devine, la femme qui divinait, avait fait revenir Samuel, eh bien, il était troublé. Et la première chose qu'il a reçue de l'esprit de Samuel, c'est qu'il allait mourir. Vous voyez? Alors, en plus d'aller invoquer l'esprit de défunt Samuel, il a reçu l'esprit de mort. Alors, nous devons être très, très prudents quand nous recevons de telles personnes qui nous arrivent en clinique et qui viennent se plaindre des esprits qu'ils voient dans les songes, etc. Ils ont besoin de délivrance. Et vous devez d'abord lui poser la question, avez-vous invoqué des esprits d'ancêtres? Avez-vous fait des sacrifices des animaux pour donner du sang aux esprits de vos ancêtres? Quelles sont les prières qu'on avait faites là? Etc. Puis en recevant ces éléments, vous entrez dans une thérapie dynamique qui est beaucoup plus sophistiquée et fondée sur la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit.